la une de ce 13h, l'accès à l'eau potable pour tous, question au cœur du deuxième forum international des organisations non gouvernementales en partenariat avec l'UNESCO. Le manque d'eau potable, encore très présent dans plusieurs localités ivoiriennes, est à la base de nombreux décès infantiles. L'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO prône l'intégration sous-régionale, seule solution pour une vie harmonieuse et paisible entre les populations des pays de la sous-région. Les présidents allemands et français ont commémoré aujourd'hui les 100 ans du début de la Première Guerre mondiale, une commémoration symbolique où ils se sont donné une longue accolade pour célébrer l'amitié entre leurs deux pays. La première pierre de musée de commémoration a également été posée. Comment réduire le temps de dédouanement en Côte d'Ivoire? Nous en parlerons tout à l'heure dans le magazine du dimanche. Le président de l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement est avec nous pour nous éclairer sur le sujet. Bonjour Monsieur Valassine Diarasouba. Bonjour Madame. Nous vous retrouverons dans une trentaine de minutes. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous pour ce 13h sur RTI 1. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rencontré hier une délégation du Forum des ONG appuyé par l'UNESCO. Ces organisations reviennent du deuxième Forum international des ONG de Yamoussoukro. Hugues Veblé. L'audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la délégation constituée d'officiels du Forum des ONG et de l'UNESCO a été suivie d'une remise de documents. Ils sont relatifs à la conférence internationale sur l'accès à l'eau pour tous en Afrique. Conférence qui vient de s'achever à Yamoussoukro et qui a permis de fixer des priorités pour l'action collective des ONG avec le soutien de l'UNESCO. La société civile, aux côtés d'autres acteurs, aux côtés des Nations Unies, aux côtés des gouvernements, a quelque chose à offrir et nous avons pu en témoigner lors de ces 2 jours de réflexion. Il y a un certain nombre d'actions concrètes qui ont été proposées et à l'horizon du post-2015, alors que les gouvernements, vous en saurez sans doute, débattent de la question des objectifs à définir pour l'après-2015, à la suite des objectifs du millénaire, il est important de considérer les questions telles que l'eau. Nous sommes heureux, dans cette réunion, on nous a indiqué qu'il y avait une centaine d'ONG, parce qu'il y a la région de Yamoussoukro, et nous allons faire en sorte que nous puissions les utiliser au mieux sur ce secteur sensible de l'eau qui est source de vie. La conférence internationale des organisations non gouvernementales se réunit tous les 2 ans. La rencontre qui vient de se tenir à Yamoussoukro est le premier forum international des ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO qui se tient hors siège. La question de l'accès à l'eau potable pour tous était donc au cœur de ce forum international des organisations non gouvernementales en partenariat avec l'UNESCO. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a participé aux échanges. Charles Tatou. Selon les statistiques, 80% de la population africaine n'a pas d'accès à l'eau potable. Pourtant, l'Afrique est considérablement riche en eau. On attribue cette situation au type d'agriculture actuelle qui utilise 87% de la ressource et à la saleté et pollution. Le rapport de l'UNESCO révèle la mort de 12 000 enfants par mois faute de l'eau potable. La réponse à cette question d'accès à l'eau potable pour tous en Afrique se trouve donc dans les actions concrètes amenées par les États africains. Mais pour faire avancer les choses, dans la résolution de ce problème, l'UNESCO soutient l'implication de la société civile dans la prise des décisions des gouvernements. Il y a beaucoup d'ONG qui sont actives à travers toute l'Afrique, que ce soit des ONG internationales et beaucoup d'ONG africaines, ivoiriennes, souhaitent changer les choses. C'est pour ça que nous venons ici, pour la première fois, en fait, faire ce forum des ONG, le premier forum international des ONG en Afrique, et puis y voir quelles sont les grandes lignes de l'action à conduire, et puis voir comment on peut changer les choses. De nombreux travaux entrepris par la Côte d'Ivoire, dont la question de l'eau occupe la première place, ont milité en faveur de son choix pour abriter ce forum des ONG UNESCO en Afrique. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a ouvert les travaux. Ce choix ainsi que la présence massive des participants venus de plusieurs continents constitue à l'évidence la preuve éclatante de l'intérêt reconnu à la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Ont pris part aux travaux de ce forum
Les experts des questions de l'eau de l'UNESCO et les leaders des ONG partenaires de l'UNESCO venus de 16 pays d'Europe et d'Afrique. L'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO prône l'intégration sous-régionale. Pour cette organisation, c'est la seule solution pour une vie harmonieuse et paisible entre les populations des pays de la sous-région qui sont continuellement amenées à se côtoyer. Abou Sanogo. Promouvoir l'intégration sous-régionale pour une vie harmonieuse et paisible entre les populations de la CEDEAO. C'est autour de ce thème que les membres de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO, URM-CEDEAO, se sont retrouvés à la Bourse du travail de Treichville. Objectif, sensibiliser la population à la culture d'une vraie intégration, facteur de paix dans le pays et dans la sous-région. Selon son président, l'URM-CEDEAO est le prototype de l'intégration sous-régionale. À travers le thème que nous proposons, nous voulons tout juste apporter notre contribution à la paix, à la cohésion, toutes ces denrées qui, ma foi, méritent qu'on prenne à bras le corps tous les sillons tracés par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Marraine de cette rencontre, le député de la commune de Treichville, membre du Parlement de la CEDEAO, Ami Tungara, a salué cette initiative qui participe de la volonté des chefs d'État des 15 pays membres de la CEDEAO de promouvoir l'intégration sous-régionale. L'intégration est une réalité. Nous allons réussir. S'il vous plaît, nous allons réussir parce que nous avons à face de nous des gens qui sont déterminés. Nous avons même intérêt à réussir parce que si nous ne réussissons pas, c'est la paix de la vie. La Côte d'Ivoire, pour la première fois de l'histoire de cette union née en 1994, occupe le poste de président. L'URM-CEDEAO a pour objectif d'être l'intermédiaire entre les 15 communautés membres de l'espace CEDEAO résidant en Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes et de contribuer à la libre circulation des personnes et des biens. La prestation de plusieurs groupes de danse et de sketch ont meublé cette cérémonie. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire renforce les capacités de ses membres. Les administrateurs ont été formés et vu leurs capacités améliorées en matière de bonne gouvernance. Abou Sanogo. Des administrateurs formés à la bonne gouvernance par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADSI, à Mondoukou dans la ville de Gambassam. Il s'est agi de constituer un cadre d'échange d'expériences et de promotion des bonnes pratiques de gouvernance des entreprises. La session de formation qui a duré 4 jours était composée de 3 modules. La gouvernance d'entreprise, finances pour non-financiers et média training. L'objectif étant d'améliorer les capacités de prise de parole des administrateurs en public ou dans les médias, de maîtriser le vocabulaire et les fondamentaux de la comptabilité et des finances, d'expliquer la mission du conseil d'administration, d'indiquer le rôle et les responsabilités de l'administration dans les choix de gouvernance ainsi que le fonctionnement du conseil d'administration. Il faut qu'on insiste là-dessus, il faut qu'on persévère parce qu'il y va de la qualité des administrations que nous conduisons. Il est bon qu'il y ait un renforcement des capacités continuelles et qu'au bout du compte, nous puissions avoir un tissu d'administrateurs de qualité. Nous sommes heureux d'avoir participé à cette séance de formation. Elle nous a permis d'améliorer notre compréhension de la gouvernance. Elle nous a enrichi en matière de bonne gouvernance, mais aussi surtout, elle nous a permis de comprendre que par la qualité du dirigeant, nous pouvons améliorer les performances de notre entreprise. À la cérémonie de clôture de la session, le maire de la ville de Gambassam a salué la tenue d'une telle rencontre dans sa commune. Les thèmes qui ont été abordés sont des thèmes vraiment d'actualité. Je pense qu'ils vont tous dans le sens d'une bonne gouvernance. Je voudrais dire félicitations donc à l'INADSI pour cette première opération. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire est né le 9 avril 2013 à Abidjan. Il se veut un outil de développement professionnel pour les administrateurs de société. Un pas de plus vers le retour de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Les 500 logements en cours de réalisation pour le personnel de l'institution sont achevés à 90% et les maisons vont être livrées sous peu. Doigt de laser. Les 500 nouveaux logements des agents de la BAD, Banque africaine de développement, sont en voie de finition à Abata dans la commune de Benjerville. Les ouvriers sont à l'étape de la pose des portes et des fenêtres, question de rassurer les futurs locataires de la disponibilité de leur logement. Le maître d'œuvre des travaux rassure malgré quelques difficultés techniques. On est en train de
réaliser maintenant la menuiserie, les revêtements sol et mur, et après on passera à la première couche de peinture. C'est vrai, il y a eu des petits soucis techniques dus à des facteurs extérieurs et intérieurs, mais on est en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir arriver à la phase de livraison des logements. Selon le SINA Trésor, syndicat des agents du Trésor et de la comptabilité publique, initiateur du projet, quelques difficultés financières entravent l'avancée des travaux. Le secrétaire général de cette organisation, Karim Ouattara, appelle donc à l'implication de tous les partenaires afin de respecter le calendrier prévu pour la livraison des logements à la BAD. Pour les travaux de finition, à savoir le carrelage et le staff, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu les fonds. Madame le ministre nous avait fait cette promesse, mais bon, le banquier qui nous accompagnait, pour le moment, fait forfaiture. Et la BAD nous met la pression parce que nous avons pris des engagements de leur mettre à disposition un certain nombre de logements. Alors, que faire? Si l'État ne nous accompagne pas, comment voudrait-il que nous puissions honorer nos engagements avec la BAD? Les techniciens nous ont dit dans 3 mois, il peut finir si les fonds sont là. Le rendez-vous fixé au 30 juin dernier pour la mise à disposition des logements à la Banque africaine de développement est prolongé à nouveau pour fin octobre 2014. Et la BAD vient de faire un don conséquent à la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, un système d'informatique et de gestion accompagné de matériel de communication. Il s'agit de permettre aux agents de la CDVR de gagner en efficacité sur le terrain dans leur mission de paix et de réconciliation. Éric Goré, Serge Collet. La Banque africaine de développement veut dynamiser les activités de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. La BAD appuie la CDVR dans son déploiement à l'intérieur du pays à travers un service informatique de gestion administrative et un important lot de matériel de communication. Objectif, restaurer les services sociaux et administratifs de la CDVR. Dans notre pays si troublé, si longtemps perturbé sur ses bases, et il ne peut pas y avoir de reconstruction efficace et durable pour le bénéfice des populations ivoiriennes sans un effort de rassemblement et sans une réconciliation véritable. Pour la ministre Kabaniale, la paix est un préalable à toute action. C'est pourquoi la CDVR a le soutien de tout le gouvernement. La réconciliation et la cohésion sociale sont l'un des axes majeurs des différents chantiers que le gouvernement a ouverts pour pouvoir donc atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Ce système informatique va faciliter le travail des coordonnateurs et des superviseurs. Il leur permettra notamment de se connecter partout où ils seront en Côte d'Ivoire et les aidera à acheminer leurs différentes informations en temps réel. L'hôpital général de Fresco, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, et le centre de santé rural de Sago, dans le département de Sassandra, équipés d'ambulances. Ce don du conseil régional vise à faciliter l'accès des populations aux premiers soins et c'est la première étape d'un vaste programme sanitaire. Thérèse Yoboué. D'un coût de 25 millions chacune, ces 2 ambulances médicalisées viennent renforcer la capacité opérationnelle de l'hôpital général de Fresco et du centre de santé rural de la sous-préfecture de Sago. Philippe Legré, président du conseil régional, s'engage avec son équipe à réduire les difficultés d'accès des populations du Gbokle aux soins de santé. Il s'agit pour nous d'équiper toutes les sous-préfectures de la région en ambulance. Jusqu'à la fin de l'année 2015, tous les centres de santé et les hôpitaux généraux seront équipés en matériel et en personnel. Le préfet et le maire de Fresco, les chefs traditionnels de Fresco et de Sago, ainsi que les cadres, se sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance et leur soutien aux efforts du conseil régional. C'est dans les Kia que nous transportons nos femmes, les pauvres femmes. Et alors, vu la distance et vu l'état de la route, il est quelquefois difficile à ces femmes d'arriver à bon port. C'est un réel plaisir pour nous, les autorités municipales, de voir que l'acte d'acquisition de ce matériel roulant soulagera beaucoup de malades dans notre localité. La région du Gbokle compte 2 districts sanitaires avec un total de 33 centres de santé ruraux et 2 hôpitaux généraux.
La 3e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire vient de refermer ses portes. Des appareils électroménagers et des livres d'une valeur de 10 millions et la somme de 10 millions de nos francs en espèces ont récompensé les lauréats. La première dame de Côte d'Ivoire a félicité l'initiative, gage d'une saine émulation en milieu scolaire. Brahima Doumbia. Après 7 jours de compétition, les lampions se sont éteints sur le Festival national des arts et culture en milieu scolaire sous la conduite de Efimbra Nicolas, directeur de la vie scolaire. La première dame, Madame Dominique Ouattara, qui voulait saisir cette occasion pour communier avec la famille éducative, a effectué en personne le déplacement de Bouaké. Elle a été accompagnée par une forte délégation de membres du gouvernement dont les départements sont impliqués dans la promotion des activités de la vie scolaire. Le maire de la commune de Bouaké, Djibo Nicolas, et le président du conseil régional de Bouaké, Jean Kwasi Abonois, se sont réjouis du choix de la ville de Bouaké pour la tenue de ce festival. Pour le directeur de cabinet Dambélé Fousseni, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, ce festival est le fruit d'un partenariat exemplaire entre les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture. Quant à la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, elle a donné l'objectif de ce festival. L'objectif à terme est d'arriver à un rééquilibrage des deux composantes de la démarche éducative. Celle relative à la pédagogie, qui décerne des diplômes, et celle se rapportant à la vie scolaire, qui concourt à l'acquisition de valeurs morale et de compétences de la vie courante par la pratique des activités socio-éducatives. La première dame, Dominique Ouattara, a tenu à manifester son adhésion à ce festival. J'ai tenu à être des vôtres aujourd'hui pour vous manifester ma totale adhésion à ce festival de culture et d'éducation de nos enfants. En effet, grâce à ce festival, nos enfants ont été initiés aux arts et à la culture de notre pays et sensibilisés à des thèmes utiles à leur éducation civile et morale. Ils ont pu pratiquer des activités éducatives qui deviendront pour certains une passion ou même un métier. J'encourage vivement cette initiative car elle est une plateforme idéale de valorisation de certaines valeurs qui sont essentielles à l'éducation de nos enfants. Il s'agit de la vie en communauté qui implique le respect des autres, la discipline sans laquelle aucun succès n'est possible, la culture de l'amitié et de la fraternité, valeur essentielle à la cohésion sociale, et enfin la solidarité qui nous fait partager un objectif commun. Toutes ces valeurs se retrouvent dans les différents arts pratiqués par nos enfants, à savoir le théâtre, la danse traditionnelle, le chant choral, la peinture, le cinéma, la cuisine et la poésie. Comme prix, la première dame a offert aux lauréats des téléviseurs, des pianos, des vidéos, des lecteurs DVD, des cuisinières et des livres d'une valeur de 10 millions de francs CFA, et des dons en espèces de 10 millions de francs CFA, soit un total de 20 millions de francs CFA. Fini donc la 3e édition, vive la 4e en 2015. Le Cercle des artistes pour l'émergence est rentré au laboratoire. Il prépare une tournée hommage au chef de l'État ivoirien dans la ville de Kong. Serge Coléa. Ils seront à Kong, dans le village du chef de l'État, pour le démarrage effectif des activités du CAP, le Cercle des artistes pour l'émergence. Un concert géant, hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, grand inspirateur de la politique d'émergence, auquel ils entendent, ont-ils indiqué, dire merci pour toutes ces actions. Une conférence débat autour du thème de l'émergence culturelle et bien d'autres activités
pour exprimer à partir du Kong la volonté des artistes d'apporter leur pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Nous nous disons qu'il est temps pour nous, en tant qu'artistes et créateurs, de quitter les sentiers de l'indigence pour nous retrouver résolument sur l'autoroute de l'émergence. Le président du Cercle des artistes pour l'émergence, Noël Douré, et le président de la Fondaci, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, continuent de sonner la mobilisation. Tout juste après Kong, le monde culturel artistique va également distinguer le chef de l'État à travers la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire pour lui distinguer le prix des diamants des mécènes de la culture parce qu'il a posé des actes majeurs qui nous ont marqués. Le grand rendez-vous de Kong est prévu du 28 au 30 août 2014. Le Cercle des artistes pour l'émergence a le soutien du ministre des Affaires présidentielles Ouattara Birahima, parrain de l'événement, et du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Les artistes promettent aux populations de Kong une manifestation culturelle de grande envergure. Dans une dizaine de jours, de nombreux chrétiens catholiques du monde entier vont converger vers Lourdes en France pour le traditionnel pèlerinage annuel. Les futurs pèlerins ivoiriens se préparent pour vivre le mieux possible cette période spirituelle. Thérèse Yoboué. Ils sont nombreux les Ivoiriens qui vont effectuer cette année encore le pèlerinage à Lourdes en France. Une occasion pour chaque pèlerin de se rendre perméable à Dieu, de laisser ses anciennes habitudes pour aller à la rencontre de Jésus par sa maman Marie. C'est également l'occasion d'un ressourcement dans un esprit de pénitence, d'humilité. Le pèlerinage à Lourdes est une rencontre mondiale de chrétiens qui nécessite des dispositions particulières. Pour le bon déroulement de ce grand rassemblement dédié à l'Immaculée Conception, les organisateurs ont rencontré les pèlerins à l'église Sainte-Famille de la Riviera pour les consignes et recommandations, puis procédé à une célébration eucharistique. Il s'est agi d'appeler le chrétien à une conversion totale. La joie de la conversion, c'est le thème de Lourdes 2014. Et se convertir, c'est ce retournement à Dieu qui ne peut que procurer que la joie, qui ne peut que procurer la paix, la quiétude dans nos cœurs déjà tourmentés, déjà tourbillonnés par tout ce que nous savons dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays. Toi le chrétien, toi la chrétienne, toi qui n'as jamais endossé tes responsabilités, toi qui as toujours rejeté la faute sur les autres. Ce pèlerinage est le moment privilégié pour toi d'être enfin responsable de tes actes, car c'est le temps de la grâce de Dieu pour t'exaucer. Les 3 pays ouest-africains les plus touchés par le virus Ebola décident de mettre en place un cordon sanitaire autour de l'épicentre de l'épidémie, une zone frontalière commune qui compte pour plus de 70% de l'épidémie. Et dans le même temps, le virus Ebola est entré pour la première fois sur le sol américain. L'un des 2 médecins humanitaires américains infectés au Libéria est arrivé hier à Atlanta. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été investi hier samedi pour un second mandat de 5 ans. Il a été réélu en juin dernier avec près de 82% des voix. 100 ans, jour pour jour, après la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, les 2 présidents se sont retrouvés pour un hommage commun et inédit aux combattants français et allemands de la Première Guerre mondiale. L'hymne allemand résonne sur la montagne mangeuse d'hommes, cette fois-ci en signe d'amitié. Il y a 100 ans, jour pour jour, leurs prédécesseurs se déclaraient une guerre sans merci. Un siècle plus tard, François Hollande et son homologue allemand Joachim Gauck sont main dans la main. L'hommage est inédit. Ici périrent 30 000 hommes. Dans cet ossuaire, 12 000 d'entre eux, morts en ennemis, reposent ensemble. Tous mes ancêtres ont vécu avec la certitude suivante. Les ennemis héréditaires existent. Rien de tel chez mes fils et mes petits-enfants. Mes 2 grands-pères ont fait la guerre. Ils taisaient, par pudeur, sans doute, mais également par calcul, les horreurs de la guerre comme pour mieux nous installer, m'installer moi-même dans l'idée de la paix. Eh bien,
C'est tout l'inverse qu'il faut faire aujourd'hui. Un symbole pour hier, mais aussi un message d'actualité. Mais à ceux qui désespèrent du processus de paix au Proche-Orient, quel plus beau message pouvons-nous délivrer que celui d'aujourd'hui? L'histoire de la France et de l'Allemagne démontre que la volonté peut toujours triompher de la fatalité. François Hollande réclame plus que jamais un cessez-le-feu à Gaza. Le chef de l'État évoque aussi le dossier ukrainien, le sort des chrétiens d'Irak ou encore la nécessité de revivifier l'Europe. À l'issue de la visite, les deux présidents ont posé la première pierre d'un musée de la Grande Guerre avec enfoui dans ses fondations un message de paix écrit par des jeunes Français et Allemands. Plus de place dans les morgues et cimetières de la bande de Gaza. Tous les nouveaux corps sont entassés dans des tombes improvisées. Plus de 1400 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit le 8 juillet dernier. Et ce dimanche matin encore, 12 personnes ont perdu la vie. Israël annonce néanmoins le retrait de ses troupes au sol. Cette famille palestinienne vient enterrer un fils. Un journaliste tué par une frappe sur un marché. Mais la guerre laisse peu de temps aux prières et rituels. Il faut faire vite, les avions israéliens planent au-dessus des têtes. Pour se purifier avant la cérémonie, l'eau a été remplacée par du sable à cause des pénuries. Hier, après qu'ils ont bombardé le marché à Shajaya, il y est allé pour filmer comme d'autres journalistes avec les équipes de secouristes. Sameh était un journaliste, un caméraman, et il était en train de filmer ce qui s'était passé là-bas. Et pendant qu'il faisait son travail, le même endroit a été bombardé à nouveau et il a été tué. L'offensive israélienne dans la bande de Gaza a fait plus de 1500 victimes palestiniennes en 4 semaines. Un bilan qui dépasse celui de l'opération Plomb Durci fin 2008. Les hôpitaux croulent sous les blessés et les secouristes sont dépassés. Dans les cimetières, les places viennent à manquer. L'enclave de près de 2 millions d'habitants est l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Chaque jour, au cimetière, nous enterrons au moins 9 ou 10 martyrs. Les tombeaux de Jabalia, Rafah ou Sheikh Radwan sont pleins eux aussi. Ici, de vieux tombeaux sont ouverts pour faire de la place aux nouveaux corps. Les funérailles se tiennent rapidement, le recueillement cède vite le pas à la sécurité. Et au moindre affaiblissement des combats, les cimetières se remplissent. Des parents profitant du calme pour faire leurs adieux à leurs proches. Comme vous le voyez, les gens veulent honorer leurs morts, visiter leurs tombes et rendre visite aux martyrs. À Gaza, l'embargo et le conflit rendent la paix encore plus difficile à trouver, même après la mort. Bienvenue dans le magazine du dimanche pour lutter contre les tracasseries et les abus dans l'accomplissement des formalités en douane. L'administration des douanes a mis en place l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement. C'est un instrument paritaire de facilitation qui recueille et analyse les plaintes des usagers. Son président est avec nous. Bonjour Monsieur Valassine Diarasouba. Bonjour Madame. Alors, de façon succincte, comment définit-on l'Observatoire ? L'Observatoire, c'est un outil paritaire, vous l'avez dit, qui a été mis en place de commun accord entre le secteur privé et l'administration des douanes pour faciliter les opérations de dédouanement et induire une certaine fluidité afin de réduire les coûts de dédouanement pour les usagers. Alors, à quoi est-ce que répond la mise en place de cet observatoire? Est-ce qu'il y avait un manque à la matière qui avait été constaté? Il y avait un besoin, inéluctablement, il y avait un besoin dans la mesure où il fallait créer un cadre de concertation dans lequel on pouvait discuter des difficultés et trouver des solutions. Et jusqu'ici, comment se passe votre action sur le terrain? Les actions se passent très bien dans la mesure où les textes nous donnent certaines possibilités
il faut que si nous prenons des décisions quand nous sommes saisis, puisque nous pouvons être saisis par écrit ou par tout autre moyen, quand nous sommes saisis et que nous prenons une décision qui se base sur la réglementation, cette décision s'impose et à l'administration et au secteur privé. S'il y a des résistances, ben nous faisons un rapport au directeur général des douanes qui se charge donc de gérer le dossier. Est-ce que vous êtes couramment saisi par les usagers? Ben, en moyenne, chaque année, on a une 50aine de saisies. Est-ce que ces cas-là arrivent toujours à être dénoués positivement? Oui, puisque notre mission, c'est de lutter contre toute forme de tracasserie dans la procédure de dédouanement. Nous y arrivons. Quelquefois, il y a des malentendus parce que ce que nous avons découvert, c'est que nos amis du secteur privé, pour certains, ont quelquefois des insuffisances en matière de connaissance des règles, ce qui ne facilite pas les choses. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'Observatoire, l'année prochaine, va très certainement lancer son centre de formation pour aider, pour accompagner le secteur privé. Puisque l'administration des douanes est déjà très bien équipée en la matière, ben on va essayer de renforcer les capacités du secteur privé pour que les deux parties puissent parler le même langage. Alors avant ce renforcement, vu que vous travaillez en étroite collaboration avec le secteur privé, est-ce que cette collaboration-là marche véritablement sur le terrain? Ben, cette collaboration marche très bien puisque l'Observatoire a en son sein des douaniers, et des douaniers de haut niveau, et il se réunit tous les mardis à la même heure, systématiquement. Chaque semaine, il y a une réunion et l'Observatoire fait des mesures déjà. Les mesures de temps de dédouanement par rapport aux conteneurs, par exemple. Et vu que l'Observatoire n'est pas un tribunal, ces décisions sont soumises au directeur général des douanes. Est-ce qu'elles sont toujours appliquées? Est-ce que l'Observatoire a des moyens de pression? Est-ce que l'Observatoire peut vérifier que ces observations sont effectivement appliquées? Très rarement, on a eu besoin de recourir à l'intervention du directeur général des douanes. On a toujours su régler intelligemment sur le terrain les dossiers pour éviter tout blocage. Alors, l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement a mené une étude pour déterminer les limites du processus actuel de dédouanement, suivant ce reportage de Francis Bafo. Dans le souci de réduire le temps mis pour les opérations de dédouanement, les douanes ivoiriennes et le secteur privé se sont fixés une durée de 48 heures après l'obtention du bon à enlever. Une étude a donc été initiée pour déterminer plus aisément les difficultés qui existent dans la procédure de dédouanement et les mesures correctives susceptibles d'accroître son efficacité. Cette étude veut également répondre aux exigences de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, qui est la sécurisation des recettes douanières, la célérité et la simplification des procédures de douane. Cela passe principalement par la mise en œuvre de mesures de simplification et d'harmonisation des procédures administratives et de transit portuaire que sont la douane, le fisc, le commerce extérieur et bien d'autres. Cette procédure permettra aux opérateurs économiques de réduire les coûts et les délais et d'améliorer la qualité des services conformément aux normes internationales. L'Observatoire de la célérité et des opérations de dédouanement au code est chargé de mettre en œuvre la réforme visant à lutter contre les tracasseries et les abus dans l'accomplissement des formalités en douane pour faciliter les échanges. Aux opérateurs économiques, des questionnaires ont été distribués depuis le 7 juillet dernier pour recueillir leurs préoccupations. 920 questionnaires au total. L'étape suivante débutée le 29 juin est la saisie des données dans le logiciel de l'Organisation mondiale des douanes OMD pour la vérification et la validation de celle-ci. Alors, M. Derasouba, nous venons de le voir, une étude a été menée. Comment en est-on arrivé à cette étude? On est arrivé à cette étude tout simplement parce que l'élément, cela a été signalé tout à l'heure dans l'élément, dans le cadre du programme d'assistance au commerce et à l'intégration régionale, l'Union européenne donc, a financé un certain nombre de réformes à travers l'Organisation mondiale des douanes. Il y a 10 réformes qui ont été retenues, parmi lesquelles, naturellement, la mesure du temps de dédouanement. Et
cette mesure a été confiée à l'Observatoire. Et donc, l'Observatoire, ce n'est pas la première enquête qu'elle mène sur le terrain, c'est la deuxième, parce que la première a eu lieu fin 2013. Malheureusement, elle n'a pas été concluante parce que nous n'avons pas eu tout le soutien du secteur privé. Et donc, nous avons été obligés de relancer, puisque le programme lui-même arrive à terme en novembre de cette année. Donc, nous avons obligation de mener 2 enquêtes successivement. La première qui vient de se dérouler du 7 au 19 juillet, la seconde qui va se dérouler au mois d'octobre prochain. Mais celle qui vient de finir a permis donc de travailler sur 1516 déclarations, accompagnées donc de fiches d'enquête. Et sur ces 1516 déclarations, nous avons récupéré 920 fiches qui sont à l'étape de la saisie actuellement dans le logiciel qui a été mis en place. Et puis après, on va passer à l'évaluation et après, on va faire nos propositions par rapport aux résultats qui auront été obtenus et des actions vont être mises en œuvre pour corriger les distorsions qui auront été relevées. Et d'ailleurs, la seconde enquête permettra de vérifier que le résultat de ces corrections qui auront été apportées. Alors, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire et vous disiez à l'instant que ce programme arrive à son terme en novembre. Est-ce que tout pourra être fin prêt avant cette date butoir? Alors, le programme arrive à son terme, certes, mais la méthode qui est mise en place va demeurer, puisqu'on aura le logiciel pour continuer à travailler. Donc, on pourra continuer les mesures, puisqu'il faudra de façon régulière, on puisse communiquer aux usagers le temps réel de dédouanement. Alors aujourd'hui, la difficulté, c'est que tout le monde fait une fixation sur l'administration des douanes. Alors que les mesures que nous faisons ne nous permettent pas d'avoir les données de tous les intervenants. Seule l'administration des douanes a les éléments, puisque c'est sur son système informatique que tout le monde travaille. Donc toutes les données sont enregistrées. Et comme on part de l'arrivée du navire jusqu'à la sortie des marchandises, on n'a pas le temps réel des interventions des autres intervenants. Or, avec le logiciel que l'OMD a mis en place, nous pouvons déterminer pour chaque intervenant le temps réel qu'il a mis et savoir qui est l'élément bloquant dans la procédure. Afin de pouvoir améliorer, puisque la tendance aujourd'hui, c'est la facilitation des échanges. Si on veut être intégré parfaitement à l'économie mondiale, donc nous devons faire des efforts. Tous les intervenants de la chaîne logistique doivent faire des efforts pour améliorer la célérité des opérations, ce qui peut avoir comme conséquence la célérité dans le recouvrement des droits, mais aussi la baisse des frais d'approche, des coûts d'approche des marchandises et par conséquent, certainement, un impact sur la cherté de la vie. Absolument. Alors, ce logiciel dont vous parlez, il est nouveau. Est-ce que les hommes sont formés à son utilisation? Alors, le logiciel, dans le cadre de la première enquête, oui, nous avons formé les différents usagers, c'est-à-dire surtout les commissionnaires agréés en douane qu'on a identifiés comme enquêteurs. Malheureusement, malgré les formations qui ont été données, ils n'ont pas mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour faire les saisies directement. Et c'est pour cela que dans le cadre de cette seconde enquête, nous avons été obligés de mettre des surveillants à certains postes clés et faire en sorte qu'aucune marchandise ne sorte si la fiche d'enquête ne l'accompagne pas. Et c'est ce qui nous a permis au poste de contrôle de récupérer ces fiches et d'avoir aujourd'hui 920 fiches récupérées sur 1516, ce qui représente à peu près 61% de l'ensemble. Et on espère qu'on va pouvoir récupérer le maximum pour avoir des résultats crédibles.
Donc on peut dire que ce blocage, on va dire un peu dû à la mauvaise foi, est levé, puisqu'il y a des contrôleurs à ces postes. Ah, ça a été levé puisqu'on a été obligé de nous organiser pour contrôler toutes les étapes de l'opération. À 100%? À 100%. D'accord. Alors, le développement du commerce au niveau mondial dépend donc de la célérité, comme vous l'avez dit, des opérations en douane. L'étude a été menée, mais les résultats ne sont pas encore connus. Mais est-ce que cela a déjà permis de savoir des points clés de blocage? On n'a pas encore fait l'évaluation. Oui. On est à l'étape de la saisie actuellement. Donc, très prochainement, on aura les résultats et on va en tirer les conclusions et on va faire nos propositions à la hiérarchie. Alors, jusqu'à quand on peut attendre ces résultats? Jusqu'à la fin de ce mois, normalement, on devrait être prêt à rendre, à communiquer les résultats au directeur général des douanes et à l'OMD. Alors, jusqu'à la fin de ce mois, quand vous donnerez les résultats, est-ce que c'est l'Observatoire qui va se charger de travailler sur le terrain pour lever ces différents blocages? Ben, l'Observatoire va faire les propositions. Oui. Et chaque intervenant concerné devra prendre les dispositions pour mettre en œuvre les corrections proposées. Et puis, notre rôle aussi en tant qu'observatoire, ce sera de surveiller et de nous assurer que les propositions qui ont été faites ont été effectivement prises en compte. Toujours en collaboration avec le secteur privé? Ah, toujours en collaboration avec le secteur privé, puisque moi-même je suis du secteur privé. Et cela démontre la parfaite entente qu'il y a avec l'administration des douanes. D'accord. Alors, pour saisir l'observatoire, un citoyen lambda, comment est-ce qu'il fait? Ben, un citoyen lambda, il peut téléphoner, parce qu'on a un secrétariat permanent. Il peut, par téléphone ou par écrit, ou par tout autre moyen, il peut venir, il peut même se déplacer à notre réunion et poser le problème immédiatement et nous essayons d'y trouver une solution. D'accord. Est-ce que cette saisine engendre des frais? Non, il n'y a aucun frais. Il n'y a aucun frais. C'est totalement gratuit et il ne faut pas qu'ils hésitent à venir. Alors, on peut conclure en disant que les travaux menés par l'Observatoire sont en bonne voie? Ben oui, les travaux sont en très bonne voie et nous sommes rassurés quant à l'issue de cette première enquête, et ce qui va nous permettre d'engager immédiatement la préparation de la seconde enquête, puisque octobre, c'est demain. Et on peut aussi en même temps rassurer les usagers du fait que les dédouanements vont être maintenant faits à un laps de temps assez court? Ben, il faut que les usagers se rassurent, dans la mesure où il n'y a pas que cette mesure-là, puisque le gouvernement déjà, à travers le guichet unique du commerce extérieur, est en train de mettre des modules en place pour faciliter les échanges. Donc, ça se met en place progressivement et on espère qu'une fois que ce guichet sera complètement implémenté, les choses vont aller vite, puisque là, on n'aura même plus besoin de s'adresser à quelqu'un. Oui. Puisque ce sera totalement automatique. Ça se met en place progressivement. Eh bien, nous allons suivre cette mise en place. Merci, M. Diarra-Souba, président de l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement en Côte d'Ivoire. Et rappelons pour finir que la finale de la Coupe nationale de football va opposer cet après-midi la SEC au COE Sport. L'arrivée à Abidjan du nouveau sélectionneur des éléphants, Hervé Renard, est également annoncée pour ce dimanche. Très bon dimanche à vous sur RTI 1. Merci de votre attention.